Bonsoir, mesdames et messieurs. Le bois vibre, on a vu. C'est magnifique, ce qui est à la fois magnifique. Merci beaucoup à Morgane et à Joub de l'orchestre de l'université d'avoir joué avec les Offenbach pour nous. On m'entend peut-être mieux? Ouais. Ok. Et bien, à la fois, c'est aussi un souci dans la construction bois. Il faut savoir éviter. Et c'est pour ça, on fait ce soir une conférence avec Monsieur Baumier sur la construction bois et le confort acoustique. Merci d'être venus aussi nombreux. C'est la première conférence qu'on fait cette année avec l'Ordre des architectes et FIBOIS. Je m'appelle Katharina Brockstedt du Centre de ressources énergie.pro. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, il y a un dépliant qui nous explique. C'est un centre de ressources qui a été créé il y a 2 ans de la part de la DEM et la région et l'INSA. Nous sommes à l'INSA. Il y a tout ce qui... Ouais, toutes les infos sont là-dedans. Alors, dans le cadre de ce travail commun, on va faire une conférence quel bois pour quel usage qui aura lieu le 19 mai à Strasbourg. Il y a une table ronde qu'on va faire sur lever les freins de la construction bois, ensemble avec l'AQC, l'Agence Qualité Construction et Aléa Risque. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Le Centre de ressources organise encore une soirée, une après-midi, mardi prochain à l'INSA, à la MICHA, sur les parois et l'énergie. C'est le Fraunhofer Institut de Fribourg en Allemagne qui va venir faire un discours en allemand, mais c'est traduit. Il faut s'inscrire en vitesse parce qu'il n'y a plus beaucoup de place. Sinon, on a demandé des candidatures pour un prix qu'on fait avec le Centre de ressources de Lorraine et de la Champagne à Ardennes. Et la remise des prix aura lieu à Nancy le 19 avril. Et sinon, on va faire une conférence dans le cadre des conférences qu'on fait sur les fondamentaux du bâtiment durable, sur les ponts thermiques, qui aura lieu début mai. Tout se trouve sur notre site énergie.pro. Je passe la parole à Thibaut Surini de FIBOIS. Merci, bonsoir à toutes et tous, merci de votre présence. Effectivement, je représente l'association FIBOIS Alsace, avec qui effectivement on organise ce cycle de conférences que vous connaissez peut-être, donc avec Énergie Vipro et avec l'Ordre des architectes. Je remercie aussi l'ENSAS qui nous accueille aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est une belle opportunité d'amener aussi ces conférences au cœur de l'école d'architecture de Strasbourg. Je remercie Monsieur Baumier et Jean-Louis, donc ingénieur de formation, il est conseiller en acoustique, il nous vient des Alpes spécialement, et donc je pense qu'il est la bonne personne pour vous parler d'acoustique dans la construction bois. Donc en tout cas, on a fait le test à Mulhouse, il est au taquet, donc il va pouvoir effectivement vous apporter tous les éléments dont vous avez besoin. Cela pour vous dire aussi, il assurera une formation dès demain, pendant une journée, où justement il pourra aborder davantage de thématiques en lien avec l'acoustique dans la construction bois. C'est organisé par la SCOP des Deux-Rives, l'organisatrice est aussi présente dans la salle, et je pense qu'il reste quelques places. Donc s'il y a des personnes intéressées, n'hésitez pas effectivement à en parler d'ici la fin de la conférence. Voilà, et si vous avez aussi un besoin de formation ultérieure, n'hésitez pas aussi à nous en faire part, on organisera bien sûr les sessions qui vont bien pour justement répondre à votre attente. Je remercie aussi Jérémy Wolf qui est le coordinateur de l'Innovatech Alsace Grand Est. C'est grâce à lui en fait que vous avez des échantillons à l'extérieur de l'amphi qui présentent des matériaux innovants sur la thématique de la construction bois et de l'acoustique. Donc voilà, c'est grâce à lui, puisque cet outil en fait permet d'exposer plus de 2000 échantillons de matériaux existants, des matériaux innovants, des matériaux sur tous les domaines. Et donc il faut savoir que cet outil existe, il est basé à Chilti. Et c'est pas grave, il y a plus de piles. Et du coup, c'est notamment un outil accessible aux... Bon. Je
Les instruments vous peuvent tous vibrer, mais c'est pas grave. Et puis il y a un technicien dans le Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'effectivement cette matériothèque est un outil qui mérite d'être connu. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de lui pour en connaître davantage et si vous voulez donner aussi de visite de ce même instrument à votre disposition. Voilà. Ça remarche ? Oui, c'est bon, ça remarche. Le temps de passer la parole à Guillaume, architecte et représentant de l'Ordre des architectes ce soir, voilà, qui va vous parler du livre blanc. Voilà, je vais faire rapide. Donc, comme vous, je suis toujours heureux que nos vendredis de l'info, qui se transforment en mardi de l'info, et peu importe, sont des sujets qui vous passionnent. Et effectivement, en prenant des thèmes comme l'acoustique ou le problème du phonique dans la construction bois, on voit qu'on soulève des lièvres et qu'on n'est pas juste en train d'encenser, mais en train de parler de problématiques. Et effectivement, vous êtes de plus en plus nombreux. Et ce dont on est toujours très fiers, c'est le fait qu'il y a à la fois des archis, des étudiants, puisqu'on est à l'école d'architecture, des charpentiers, des bureaux d'études. Enfin voilà, on sort du corporatisme et on travaille tous ensemble. Alors au-delà de dire que je suis hyper content comme tout le monde, je voulais juste profiter de ce moment-là pour faire juste un petit élément de com, puisque le livre blanc des acteurs de l'architecture Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine vient de sortir. Alors pour ceux qui connaissent, c'est l'aboutissement effectivement des discussions et des différentes assises qu'il y avait eu dans le cadre de Région Architecture. Pour ceux qui ne connaissent pas, juste un rappel, Région Architecture, c'est le moment fort qui s'est passé l'année dernière, puisque l'Ordre des architectes suit les régions administratives. Donc bientôt il y aura un ordre Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Donc ça a été l'occasion justement de faire des discussions et permettre de voir qu'est-ce qui pourrait faire un peu avancer l'architecture dans notre région. Donc ce livre blanc, en fait, il est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il a été fait conjointement par les ordres, les CAIE, les 3 écoles d'architecture, les syndicats, les maisons d'architecture comme la Maison européenne de l'architecture à Strasbourg et d'autres filières du bâtiment. Même la FFB l'a signé. Donc on voit qu'on est dans toute une filière du bâtiment qui suit cette idée, grosso modo, qui est d'entraîner tout le monde vers une architecture qualitative, d'essayer de tirer économiquement et qualitativement notre architecture vers le haut, grosso modo que la Cale devienne une région exemplaire comme l'est aujourd'hui dans la tête de tout le monde le Vorarlberg. Et donc les propositions qui sont là-dedans, que je vous invite à lire puisque vous avez les livres ici, mais que vous retrouvez aussi sur regionarchitecture.eu, concernent l'ensemble des études jusqu'à la réalisation. Et bien évidemment, certaines de ces propositions concernent également la filière bois, puisque on était quelques Alsaciens à bien penser que cette filière était vertueuse et que nous voulions absolument que la région ACAL aille dans ce sens-là. Voilà. Bonne conférence à tous. Il y a un pont après la cafétéria en haut. Alors, je voulais juste dire, parce qu'on ne passe pas devant. Pourquoi tu me laisses la boisson ? Non, non. Alors, merci Thibault, merci. Merci à vous d'être là ce soir. On va passer un petit temps à parler d'acoustique en construction bois. C'est une question qui agite pas mal. Est-ce qu'on peut faire de l'acoustique ? Est-ce qu'on peut faire de l'isolation phonique, acoustique dans la construction bois ? Est-ce qu'il y a des particularités de la construction bois ? C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Je commence par faire un petit coup de pub. Moi, je travaille depuis une quinzaine d'années sur l'utilisation des écomatériaux dans l'éco-construction, pas uniquement construction bois, mais principalement. Mais l'éco-construction en général. J'ai écrit le bouquin que vous voyez ici, et puis voilà, je fais des conférences du conseil en acoustique sur l'éco-construction. Alors, en 1h30, on va pas avoir le temps de beaucoup entrer dans les détails, donc on va survoler simplement les grands principes et se donner une idée de est-ce qu'il y a des particularités dans la construction bois par rapport à l'acoustique, et puis comment on peut utiliser ces particularités. Est-ce que ce sont des handicaps? Est-ce que ce sont des avantages, des atouts? Comment on peut jouer avec ça? Voilà. Pour aller un petit peu, pour introduire la question, on peut voir du côté des experts, les gens qui travaillent en construction bois et qui sont confrontés aux problèmes acoustiques. Que disent les gens des particularités de la construction bois? Eh bien, on va
voir le point de vue de l'ingénieur. Que dit l'expert, que dit l'ingénieur quand on lui parle de construction bois? Il relève dans un premier temps qu'on a affaire à des constructions qui sont souvent des constructions légères, et donc avec un manque de masse. On ne peut pas comparer la construction bois et la construction maçonnée. On n'est pas du tout dans les mêmes échelles de masse volumique des matériaux et de densité des combinaisons. Donc là, on a une différence assez importante. Cette absence de masse, ce déficit en masse, joue en acoustique et produit souvent des risques de faiblesse, notamment dans les basses fréquences. Alors les basses fréquences, c'est quoi? C'est les sons graves essentiellement, qui sont des ondes sonores de grande amplitude qui mettent en ébranlement, qui mettent en vibration les structures pour peu que ces structures soient légères, de faible masse volumique. Donc on observe souvent des risques de faiblesse dus à la faible masse, et puis dû aussi au fait qu'en construction bois, on est souvent dans des cavités, dans des systèmes constructifs, on a souvent des éléments constructifs qui sont des assemblages avec des vides plus ou moins importants, et qui créent aussi des espaces de résonance. On observe aussi assez fréquemment des risques de bruit d'équipement, de propagation des bruits d'équipement. Alors, c'est quoi les bruits d'équipement? C'est les cages d'ascenseur, les VMC, les clims, tout ce qui est équipement domestique, qui, à défaut d'être correctement suspendu, a tendance à mettre en vibration les structures beaucoup plus en construction de bois. On observe aussi un inconfort, et ça c'est vraiment systématique, on va un peu en parler plus précisément, les séparations d'étages en construction bois. C'est un peu un casse-tête pour les constructeurs, pour les architectes, qui se demandent si vraiment on peut obtenir un confort acoustique en construction bois, et même si on peut être réglementaire. Est-ce que en construction en bois, on peut respecter la réglementation acoustique? C'est une question qui se pose. Continuons pour dire que la construction bois est souvent une construction d'assemblage, puisqu'on réalise en atelier une préfab et ensuite l'assemblage se fait sur chantier, avec le risque de points faibles, de défauts de jonction entre les éléments constructifs. Et puis, pour finir, peut-être battre en brèche une idée reçue, le matériau bois n'est pas un produit performant en acoustique. Là, peut-être que ça va à l'inverse de choses que vous avez entendues, mais quand on dit que le matériau, et on lit souvent sur les documents les documents grand public, souvent, on lit souvent que le bois c'est un super matériau pour l'acoustique. En fait, on confond deux choses. On confond la correction acoustique, c'est-à-dire le traitement intérieur des locaux, et l'isolation phonique. On va revenir un peu là-dessus. Mais cette confusion souvent fait que quand on dit le bois, c'est très bien en acoustique, oui, le bois, c'est un très bon matériau pour faire de la correction acoustique, c'est-à-dire pour traiter l'intérieur d'un local, essentiellement pour réduire les résonances, ce qu'on appelle le temps de réverbération d'un local qui serait trop sonore. Mais non, le bois n'est pas un bon matériau pour faire de l'isolation. Pourquoi? Tout simplement par manque de masse, parce que c'est un produit qui est à la fois rigide et léger, et qui donc a tendance à transmettre les sons, les vibrations, plutôt qu'à les arrêter. Voilà. Ça, c'est les constats qu'on peut faire. Alors, une fois qu'on a fait ces constats, comment on peut aller plus loin? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, ce soir, je vous propose une démarche en plusieurs petits chapitres. On va parler un peu voir rapidement, très rapidement, un peu de théorie, les fondamentaux de l'acoustique, et puis les principes de l'isolation acoustique. Isolation phonique, c'est la même chose. Les deux termes sont synonymes. Et puis, on verra comment on peut mettre en application ces grands principes qu'on aura vus dans deux situations. Le cas d'une paroi séparative, par exemple une paroi séparative entre deux logements contigus. Et puis, le fameux cas de la séparation d'étages, qui est vraiment un problème récurrent en construction bois. Et puis, on parlera un petit peu des matériaux, des éco-matériaux
pour l'acoustique. Voilà notre programme pour cette rencontre. Alors, pour commencer, on va faire un tout petit peu de théorie. C'est des choses, je pense, pour la plupart, qui vous sont familières. On va parler de décibels. Le décibel, voilà, j'attends que tout va très bien. Parfait. Oui, nuisance sonore intérieure. Alors, on va parler de décibels, parce que les décibels, c'est une notion, on manipule ça tout le temps. Oui, vous entendez? C'est clair? Bon, ok, parce que j'ai l'impression que de temps en temps, il y a des sautes. Alors, les décibels, le décibel, c'est une unité qu'on va utiliser, nous, dans deux situations différentes. La première situation, c'est quelque chose que vous connaissez, que tout le monde connaît. Le décibel, c'est une mesure du niveau sonore, de l'intensité sonore. Voilà ce qu'on peut dire du décibel en tant que mesure de l'intensité sonore. On va prendre une échelle de décibels qui part à 20 décibels. 20 décibels, on considère que c'est le silence. On va passer sur l'idée de 0 décibels, ça nous emmènerait à faire de la théorie. Mais 20 décibels, on considère dans notre civilisation occidentale que c'est le silence. Et puis, on monte petit à petit en niveau sonore. Là, c'est très difficile de dire à quel niveau sonore vous entendez ma voix. Il faudrait que je sois moi-même dans la salle, mais a priori, si vos oreilles supportent les sons, c'est qu'on ne doit pas dépasser 60 à 65 décibels, je pense. J'ai du mal parce que je suis en arrière des enceintes, donc je n'entends pas ce qui est diffusé en salle. Si on était dans une petite salle de réunion, une vingtaine de personnes, vous entendriez ma voix avec un niveau sonore qui serait entre 50 et 60 décibels à peu près. C'est en général ce qu'on observe. Quand on monte à côté d'un boulevard très passant, un 2x2 voies où les voitures roulent avec une circulation assez dense, on est facilement à 80-85 décibels. Je ne veux pas faire un cours sur les niveaux sonores, donc je m'arrête là, ça suffit, pour juste donner une idée des niveaux en présence. Et par contre, il y a une chose importante pour nous, intéressante pour nous, c'est l'addition des décibels. Parce que là, il y a une particularité. Prenons une source sonore, quelle qu'elle soit. Une source sonore, on va dire qu'elle délivre, je dis un chiffre arbitrairement, 70 décibels. Deux sources sonores identiques ne nous donneront pas 70 plus 70, 140. Eh non, ça nous donnera 73 décibels. Quand on multiplie par 2 le nombre de sources ou la puissance du son, on gagne 3 décibels. Pourquoi cette particularité? Parce qu'on n'est pas dans des situations algébriques, on est en mode logarithmique. En acoustique, on parlera toujours dans des fonctions logarithmiques. Donc quand on multiplie par 2 la puissance du son, on gagne 3 décibels. Alors est-ce que ça veut dire que si on multiplie par 2 la puissance du son, vous entendez 2 fois plus fort? Malheureusement non, ce serait trop simple. En fait, la perception humaine obéit à une autre échelle que celle des puissances sonores. La puissance sonore, c'est la valeur physique du son. Et juste pour aller un petit peu plus loin, elle est exprimée en pascal. Le pascal, c'est une unité de pression. Donc, ça, c'est la puissance du son. Mais nous, êtres humains, nous avons une perception auditive qui ne tient pas compte de l'échelle des puissances, mais d'une échelle qui varie sur 10 décibels. C'est-à-dire qu'on a la sensation d'un doublement du niveau sonore avec une augmentation de 10 décibels. Si on double la puissance du son, comme on vient de le voir précédemment, avec une augmentation de 3 décibels, on percevra, la sensation sera perceptible. La différence entre les deux sera perceptible. Si on a une différence de 6 décibels, la différence est très nette, très perceptible, on l'entend vraiment. Mais il faudra 10 décibels pour qu'on ait l'impression
d'un son 2 fois plus fort. Alors c'est un peu important de retenir ces deux valeurs, 3 décibels pour la puissance du son, 10 décibels pour la perception, parce qu'en fait, on va beaucoup travailler avec ça quand on va parler d'acoustique à l'intérieur des constructions, à l'intérieur des bâtiments. Voilà, c'était tout pour le décibel en tant qu'unité de mesure des niveaux sonores. Mais on utilise aussi le décibel comme unité de mesure de performance, d'isolation des matériaux. Comment ça se passe? C'est très simple. Imaginons qu'on ait une source 70 décibels. Tiens, on retrouve de 70 décibels. On interpose une barrière. De l'autre côté de cette barrière, on n'entend plus que 40 décibels. La différence, c'est 30 décibels. Ces 30 décibels, ce sera l'indice d'affaiblissement du matériau en question. Donc là, on ne parle plus de niveau sonore, on parle de la nature du matériau et on dira qu'il a une valeur de 30 décibels. Et on appellera ça le RW quand il s'agira de bruit aérien. On va y arriver. Mais auparavant, nous nous intéressons à l'isolation phonique. J'ai dit, quand on parlait de la construction en bois, que souvent on fait une confusion entre correction acoustique et isolation phonique. On va juste préciser un peu cette donnée. La correction acoustique, comme on le voit ici, c'est le traitement de l'intérieur d'un local. Rien à voir avec ce qui se passe à l'extérieur. L'isolation phonique, c'est l'interposition de barrières entre un local d'émission et un local de réception. Ne pas confondre les deux. Pourquoi ne pas confondre les deux? Parce que déjà les théories, les indices utilisés, les mesures ne sont pas du tout les mêmes, mais surtout pour nous, les matériaux, les stratégies de mise en œuvre, les principes de mise en œuvre des matériaux ne sont pas du tout les mêmes, suivant qu'on cherche à réduire des sons qui viennent de l'extérieur, à s'isoler de sons d'un local voisin ou de l'extérieur, ou suivant qu'on cherche à réduire les temps de réverbération, les résonances intérieures d'un local. Deux choses totalement différentes, et ne pas confondre les deux est important. Dans les années 70, il y avait un truc qui était très à la mode, c'était de coller des boîtes à œufs contre les murs. Peut-être vous avez vu ça. C'est un très bon outil pour faire de la correction acoustique. Ça n'a jamais fonctionné pour empêcher les sons extérieurs d'entrer dans la pièce. C'est pas du tout pareil. Donc ne confondons pas les deux. Voilà. Avec ça, juste une autre précision. Ne pas confondre également les bruits aériens et les bruits solidiens. Le bruit se propage de deux manières. Par voie aérienne, vous entendez ma voix par les enceintes. Sortant des enceintes, c'est l'air qui est mis en ébranlement jusqu'à vos oreilles. C'est la voie aérienne. Dans la voie solidienne, ce qu'on appelle aussi les bruits de choc ou les bruits d'impact, ce sont les structures qui sont mises en vibration en premier. Bon, bien entendu, si vous entendez les pas du voisin du dessus dans un collectif, dans un habitat collectif, c'est parce que l'air transmet aussi les vibrations, les sons. Mais dans un premier temps, en première étape, ce sont les structures qui sont mises en ébranlement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vous ai dit tout à l'heure, donc on le précise maintenant, l'indice pour les bruits aériens, ce sera l'indice RW, qui est exprimé en décibels. RW, 30 décibels, c'est la valeur de performance d'un matériau quelconque au bruit aérien. Et l'indice de performance pour les bruits d'impact, ce sera l'indice LN. C'est peut-être des notions que vous connaissez déjà, alors ça fait des rappels. Voilà. Ce qui est important de noter, c'est que j'ai indiqué des flèches là, une croissante, une descendante. Pourquoi? Parce que l'indice RW pour les bruits aériens, c'est logique. Plus le chiffre est élevé, meilleure est la performance du matériau. Prenons un matériau
d'isolation quelconque, s'il est caractérisé, s'il est crédité de 60 décibels, bien entendu, c'est qu'il est plus performant qu'un autre matériau qui serait donné à 40 décibels. Et bien pour les bruits d'impact, c'est l'inverse. Plus le chiffre est bas, meilleure est la performance. Pour des raisons sur lesquelles je ne m'attarde pas, parce que ça nous retarderait trop. Mais c'est utile ce que je vous dis, c'est pas pour le plaisir de la théorie, c'est parce qu'on va le voir dans les minutes ou les dizaines de minutes qui viennent. Donc, l'indice pour les bruits aériens, plus le chiffre est élevé, meilleure est la performance. L'indice pour les bruits d'impact, plus le chiffre est bas, meilleure est la performance. Voilà. Avec ça, on a fini pour la théorie. On peut passer à autre chose. Ça va jusque-là? Bon. Ok. Continuons. Je fais un petit point sur la réglementation acoustique en vigueur. Alors, c'est un casse-tête, la réglementation acoustique. C'est pas que c'est vraiment un casse-tête, c'est qu'elle est très complexe. D'abord, elle propose une obligation de résultat par des mesures réalisées sur site. La réglementation s'en fiche que vous ayez utilisé un super matériau très performant en laboratoire. C'est sur site, sur un bâtiment fini, terminé, qu'on va faire les mesures pour voir si vous êtes réglementaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire être réglementaire ? Ça veut dire répondre à des exigences en isolement. Et la réglementation pose un certain nombre d'exigences en niveau d'isolement. Ça ne veut pas dire que la réglementation vous donne un niveau sonore maximal audible. Non, c'est un niveau minimum d'isolement à respecter. Grande différence. Cet isolement minimum sera exprimé en décibels et il intéresse l'enveloppe du bâtiment par rapport à l'extérieur et le cloisonnement intérieur entre locaux adjacents. Mais là où ça devient un peu compliqué, c'est que les exigences réglementaires ne sont pas les mêmes en fonction du type de bâtiment, de la destination, de la nature du bâtiment. Souvent, quand on a affaire à des bâtiments d'habitation, ou des hôpitaux, ou des hôtels, ou des établissements d'enseignement, ou des locaux de travail, ou des lieux musicaux, les exigences réglementaires ne sont pas les mêmes. Donc on a autant de textes que de variétés de nature des bâtiments en question. Si c'était ça, ce serait encore relativement simple. Mais c'est encore un peu plus compliqué. Je vais prendre juste le cas des bâtiments d'habitation, pour ne pas charger trop le propos. Dans les bâtiments d'habitation, on a soit la maison individuelle, sur le plan acoustique, on fait la différence entre les maisons individuelles et l'habitat collectif ou les maisons accolées. Pour les maisons individuelles, souvent j'entends dire, y compris par des architectes, je fais de la maison individuelle, j'ai rien à respecter en acoustique, je fais ce que je veux, ce que le client me demande, aucune importance. Ben non, c'est pas vrai. Une maison individuelle est soumise à la réglementation sur les bruits environnants. Et les bruits environnants sont classés en 5 catégories en fonction de l'intensité du bruit, de la nature de la voix, de la distance de la source, de l'orientation des façades, de la présence d'obstacles. Ça permet de classer la zone, l'environnement, en 5 catégories. Et à chacune de ces catégories correspond une exigence d'isolement particulière. Donc une maison individuelle est soumise à la réglementation sur les bruits extérieurs. Par contre, à l'intérieur de la maison individuelle, aucune exigence. Vous faites ce que vous voulez. Prenons le cas maintenant des maisons accolées ou du collectif. Là, on a non seulement les exigences par rapport à l'environnement, mais dans le cloisonnement intérieur. Et ces exigences vont intéresser les bruits intérieurs
bruit aérien ou bruit d'impact, avec des niveaux d'isolement particuliers à respecter, et une différenciation suivant que la mitoyenneté intéresse des pièces à vivre, des pièces de service, pièces à vivre entre elles, pièces de service entre elles, espace collectif, etc., etc. Et les bruits d'impact, avec aussi des exigences diverses en fonction de la nature des pièces. Et pour finir, des exigences sur les bruits d'équipement, comme on l'a vu tout à l'heure, les cages d'ascenseur, VMC, climatisation, etc. Donc vous voyez que c'est une réglementation qui est relativement complexe. Il faudrait beaucoup de temps pour la détailler. On ne va pas la détailler maintenant. Je vais juste parler d'un petit problème. Cette réglementation, elle s'appelle NRA 2000. Elle s'appelle NRA 2000, ça signifie Nouvelle Réglementation Acoustique. Ça signifie nouvelle en 2000, quand elle est entrée en vigueur. Depuis 2000, elle n'a pas bougé. Elle n'a pas évolué. Ça veut dire qu'elle est un peu obsolète maintenant. Quand on considère la réglementation thermique, on voit qu'il y a eu un certain nombre d'évolutions, puis c'est encore en cours. Maintenant, on est sur la 2012, mais on prépare la BPOS 2020, l'habitat passif. Donc, on évolue en permanence. En acoustique, rien. Pas d'évolution depuis 2000 et pas d'évolution envisagée avant, on ne sait pas. Voilà. Donc, elle est assez obsolète. Le problème, c'est qu'elle était déjà un peu obsolète à l'époque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette réglementation, déjà à l'époque, n'était pas une garantie de confort pour les occupants de l'habitation, d'une habitation. Et encore moins maintenant, puisque maintenant, en 15 ans, les exigences de confort acoustique ont bien augmenté dans la population. On a tous besoin de silence et on a beaucoup plus. Et les exigences dans une population donnée sont bien supérieures aujourd'hui que ce qu'elles étaient il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc la réglementation aujourd'hui ne répond absolument pas à la demande de confort des occupants d'un bâtiment. Ça, c'est une première chose claire. Voilà. On va aborder maintenant quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est les principes de l'isolation phonique. Et juste avant d'aborder les grands principes qui conduisent à l'isolation phonique, une chose à dire, une chose fondamentale en acoustique de la construction. Et cette chose fondamentale, c'est l'anticipation. Quand l'acousticien arrive au début du chantier ou à la fin du chantier, c'est trop tard. Quand on se rend compte des défauts, des désordres, en commençant à vivre dans le lieu, c'est trop tard. C'est vrai aussi bien en isolation qu'en correction, mais on va surtout parler d'isolation. L'acousticien devrait intervenir au début du projet. Et il faut tous qu'on se batte pour que l'acousticien intervienne au début du projet. Et pourquoi c'est si important? Eh bien, c'est important parce que selon une étude faite par l'ADEME, une enquête faite par l'ADEME en 2014, c'était en août 2014, 86% des Français disent qu'ils sont incommodés par le bruit à leur domicile. Et pour 40% d'entre eux, c'est une nuisance grave. Alors il serait temps qu'on prenne en compte quand même l'acoustique dans la construction. Et pour prendre en compte l'acoustique dans la construction, le mieux, c'est d'intervenir en amont, très tôt, d'anticiper. Parce que souvent, quand le travail est terminé, quand le bâtiment est livré, on ne peut plus travailler sur l'acoustique. Ça n'est plus possible. Voilà, ce préambule pour essayer de faire passer l'idée que l'acoustique, c'est avant, c'est en premier jet, au premier stade qu'on doit s'en occuper. Pas
une fois qu'on a commencé les chantiers. Et bien avec ça, on va voir quelques grands principes de l'acoustique. Et surtout en construction de bois, puisque c'est notre thème. Néanmoins, les principes qui sont valables pour l'ensemble du bâtiment en acoustique sont valables aussi bien en construction bois qu'en construction maçonnée. Ça reste les grands principes de l'isolation. Qu'on soit en bois ou en maçonnée, les principes resteront les mêmes. Il n'y a pas grand-chose. C'est pas très lourd à comprendre. C'est pas très lourd d'évaluer les grands principes de l'isolation acoustique. Le premier grand principe, c'est quelque chose que vous connaissez. Vous avez entendu parler de c'est des mots qui vous sont connus. Système masse-ressort-masse. C'est un grand classique, ça. C'est quoi un système masse-ressort-masse ? Oh, c'est ça. Le son arrive sur un premier élément de masse. La masse fait que le son est en partie réfléchi. Une autre partie traverse et absorbée, diffractée à l'intérieur du matériau ressort. Arrive sur la paroi, la deuxième paroi de masse, qui en réfléchit une partie, et ce qui finit par traverser n'est qu'une faible partie de ce qu'il y avait au départ. Voilà, ça marche aussi simplement que ça, un système masse-ressort-masse. Alors pourquoi on parle en acoustique de système masse-ressort-masse ? Est-ce que c'est vraiment si pertinent, si intéressant que ça ? Pour le savoir, on va comparer deux situations. On va comparer le système masse-ressort-masse avec une masse pure, un mur de béton. C'est génial un mur de béton pour l'acoustique, il n'y a rien qui passe. Bon, on va voir. D'un côté, une paroi de béton de 26 cm d'épaisseur, 260 mm. La masse surfacique est de 600 kg au mètre carré. Le RW, vous savez ce que c'est maintenant, RW, indice d'affaiblissement au bruit aérien, est de 64 décibels. C'est bien, 64 décibels, c'est performant. On oublie le plus C, c'est un correctif, je ne vais pas plus loin. D'un autre côté, on prend un système masse-ressort-masse, qui est une double paroi, c'est-à-dire deux ossatures séparées l'une de l'autre, avec des plaques de plâtre de chaque côté. Masse, ressort, masse. L'épaisseur est de 220 mm au lieu de 260, la masse surfacique de 60 kg au lieu de 600, l'indice d'affaiblissement de 69 décibels contre 64 pour le béton. C'est clair. Un système masse-ressort-masse, c'est plus efficace qu'une masse seule. Donc le système masse-ressort-masse, c'est le premier principe, ce sera la base de notre stratégie en acoustique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dès qu'on voudra faire de l'acoustique, on va toujours chercher à constituer un système masse-ressort-masse ou à renforcer un système masse-ressort-masse si on a déjà un seul élément de masse, par exemple un mur de béton ou peut-être pas de béton, mais un mur, on va dire avec du parpaing ciment. On cherche à renforcer la performance acoustique. À partir de ce mur, on va reconstituer un système masse-ressort-masse. Ou bien on cherchera à renforcer un système masse-ressort-masse s'il existe déjà et on voudra y ajouter de la masse. Voilà à quoi sert un système masse-ressort-masse, comment ça marche. C'est vraiment la base de la stratégie en isolation. Quelles sont les valeurs de masse ou les valeurs de ressort dans tout ça ? C'est assez variable. Les masses, on va dire que ça peut aller de 600 kg au mètre cube, masse volumique, jusqu'à 2500. 600 kg au mètre cube, ce sera... non, c'est même pas une plaque de plâtre. La plaque de plâtre est un peu plus haute, ce sera un OSB. Un OSB est à 600 kg au mètre cube. Vous voyez ce que c'est un OSB ? Panneau de bois, lamelle orientée.
on sera à 600 kg. Et puis à 2500 kg, de l'autre côté, c'est un voile de béton, c'est une paroi de béton. Et encore un bon béton, 2500 kg, c'est un bon béton. Et puis pour les ressorts, les matériaux ressorts, on va les trouver entre 30 kg pour les plus légers, les plus faibles, jusqu'à 100 kg au mètre cube à peu près. Voilà les marges dans lesquelles on trouve ça. Alors, est-ce qu'il y a un ratio important entre masse et ressort? Quelles sont les valeurs à respecter? Bon, on va dire que les deux échelles montent à peu près simultanément. Si on prend un OSB à 600 kg et qu'on y met dedans un ressort à 100 kg, on ne sera pas très performant parce qu'on n'a pas suffisamment d'écart entre la masse volumique de la masse et la masse volumique du ressort. À l'inverse, si on prend, un voile de béton à 2500 kg et qu'on y met dedans une laine de mouton, pour rester dans les écomatériaux, à 30 km3, la laine de mouton servira à rien. C'est comme si on la mettait pas. Donc, il y a un rapport entre les deux. Non, rien. Oui, merci. Qu'on peut faire croître simultanément les valeurs de densité de masse volumique entre les deux. Voilà ce qu'on peut dire pour les systèmes masse-ressort-masse. On a comparé notre système masse-ressort-masse à une masse de béton, une masse pure. Mais il y a une autre hypothèse. Un système masse-ressort-masse, on peut le rendre plus compliqué. On peut par exemple faire masse, ressort, masse, ressort, masse. Qu'est-ce que ça nous donne? Est-ce que c'est intéressant ça? On va comparer deux situations. On va dire que on doit monter une cloison séparative entre deux pièces. Pour monter cette cloison séparative, on a 5 plaques de fermacelle. Peut-être vous connaissez fermacelle, c'est du plâtre mais renforcé, beaucoup plus dense. On a 5 plaques de fermacelle et puis deux panneaux de 40 mm de ressort, d'un isolant. Donc on a deux possibilités. Ou bien on fait un sandwich complexe. Suivez-moi. 2 fermacelles, 40 mm d'isolant, un fermacelle, 40 mm d'isolant, 2 fermacelles. Donc ça fait masse, ressort, masse, ressort, masse. C'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, on va rassembler tout ça. On va mettre 3 fermacelles d'un côté, 80 mm nos 2 panneaux au centre, et puis les 2 fermacelles restants de l'autre côté. On a la même épaisseur, on a le même nombre de matériaux. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien voilà la réponse. Qu'est-ce que ça fait? Dans le cas de notre paroi complexe, on a une efficacité de 53 décibels. Encore une fois, le correctif entre parenthèses, oublions-le. 53 décibels. Et si on est dans un système simple, masse-ressort-masse, on est à 59 décibels, 6 décibels de plus. Eh bien oui, dans tous les cas, c'est le système masse-ressort-masse simple qui sera plus performant qu'un sandwich ou une paroi complexe. Et ça, c'est systématique. Dans tous les cas, quand on va chercher à constituer un système masse-ressort-masse ou à le renforcer, on essaiera toujours d'être sur un système simple. Masse, ressort, masse. Inutile de faire des sandwichs, c'est moins performant. Voilà un principe important. Deuxième chose importante en acoustique. Qu'est-ce qui fait la performance d'un système masse-ressort-masse? Pour le savoir, je vous propose 3 parois. Une première avec une ossature métallique de 48 mm, c'est l'ossature basique, classique qu'on voit partout. 48 mm avec un isolant de 45 mm dedans et une plaque de plâtre de chaque côté. Dans la deuxième paroi, on a utilisé une ossature de 100 mm avec une plaque de chaque côté. On a doublé l'épaisseur d'isolant.
Dans la troisième paroi, on a gardé notre isolant de base, 45 mm, en doublant la plaque de chaque côté. Qu'est-ce que ça nous donne en acoustique? Voilà ce que ça nous donne. Celle-là, elle est classique. Vous allez voir, on va la retrouver plein de fois. 42 décibels. C'est vraiment une cloison de base. 2 BA13 et un isolant à l'intérieur. Quand on double l'épaisseur, on gagne 3 décibels. Mais quand on double la masse, on gagne 7 décibels. En acoustique, c'est la masse qui procure l'essentiel de la performance et non pas l'épaisseur d'isolant. Et c'est intéressant et c'est problématique parce qu'on est à l'inverse du thermique. En thermique, on a besoin d'épaisseur d'isolant importante. C'est pour ça que sur les murs, vous n'hésitez pas à mettre 30 cm, 40 cm en toiture d'isolant pour accéder au passif. On a assez facilement 40 cm en toiture. En thermique, les épaisseurs d'isolant sont importantes. En acoustique, bien sûr, on gagne un petit peu. La preuve, on gagne 3 décibels si on double. Mais l'essentiel de la performance est donné non pas par l'épaisseur d'isolant, mais par la masse. Ça, c'est le deuxième principe important en acoustique. C'est la masse qui assure la performance. Et puis, pour finir avec les grands principes de l'isolation acoustique. Le troisième grand principe, c'est ce qu'on appelle la désolidarisation des surfaces. Dans un système masse-ressort-masse, l'idéal, c'est qu'on n'ait aucun contact, aucun lien entre les deux masses. Que les deux masses soient sans contact l'une avec l'autre. Alors, ce n'est pas toujours possible. Dans une cloison, par exemple, il faut bien que les plaques, si on est avec des plaques de plâtre, il faut bien qu'elles soient vissées sur l'ossature. Donc, l'ossature est un lien entre les deux plaques de plâtre. C'est inévitable. C'est un peu plus facile en plancher. Qu'on soit sur un plancher béton, comme on le voit là-haut, ou sur un plancher bois, on peut avoir ce qu'on appelle des sous-couches qui vont totalement désolidariser le plancher de base du plancher final. Et puis, le sommet de la désolidarisation, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la boîte dans la boîte. Bon, on ne fait pas ça dans l'habitat. On fait ça dans des locaux professionnels, auditorium, studio d'enregistrement. La boîte dans la boîte, ça consiste à partir d'une cellule de base à construire à l'intérieur une cellule totalement désolidarisée, sans aucun point de contact avec la cellule de base. Là, on atteint des isolements de l'ordre de 70-80 décibels. C'est-à-dire, c'est vraiment du coffre-fort acoustique. Mais ce n'est pas dans l'habitat, c'est assez rare dans l'habitat. Voilà les 3 grands principes de la stratégie acoustique. 1. Masse ressort masse. 2. La masse assure la performance. 3. La désolidarisation des surfaces. Avec ça, on est prêt à faire de l'acoustique. Et c'est fini pour les principes. Donc on va voir comment on va appliquer ces principes au travers de 2 exemples. Parois séparatives, par exemple entre 2 logements contigus, et notre fameux plancher d'étage. Auparavant, un petit détour pour essayer de voir ensemble une chose qui est très importante. C'est la mise en œuvre des matériaux en acoustique. Et au-delà de la mise en œuvre, les risques qu'on a, notamment en construction bois, là, on va être vraiment au cœur du sujet, parce que la construction bois présente parfois des difficultés qu'on ne trouve pas en construction maçonnée. Quelques exemples issus de chantiers.
Construction bois, on l'a vu tout à l'heure, au début, on est souvent en préfab atelier, assemblage sur site. Bon, les panneaux qu'on réalise en atelier ne sont pas prévus pour être jointifs au millimètre. C'est impossible, sinon ce serait impossible de les assembler sur site. Donc, une fois installés, une fois assemblés sur site, on a des espaces entre panneaux. Et ça, c'est un point faible acoustique. Parce qu'on n'a pas de continuité. C'est un point faible acoustique. Le point faible acoustique, on le trouve aussi ici, par rapport à la structure. Évidemment, on ne pouvait pas placer le panneau pour qu'il soit totalement jointif. Donc on a un jour ici. Point faible acoustique. Et puis, en haut, c'est un peu plus amusant. On ne pouvait pas placer la plaque parce que le montant d'ossature en haut gênait. Donc on a donné un coup de scie un peu sauvage ou de râpe, je ne sais pas, sur la plaque pour qu'elle puisse passer. Point faible acoustique. Ça veut dire quoi, point faible acoustique? Ça veut dire que le son va passer par là. Je précise encore cette donnée avec d'autres points faibles acoustiques. En haut, je vais commencer par le bas. Des points faibles acoustiques classiques. Les passages de gaines, tous les réseaux. Là, c'est presque un maximum. Et c'est des photos de chantier, ça. C'est pas des dessins pour faire joli. C'est vu sur une maison, sur des maisons ossature bois, des maisons construction bois. On ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut qu'on comble ça. De même, ici, on ne peut pas laisser ces espaces comme ça. On ne peut pas laisser ces points faibles acoustiques. Alors, qu'est-ce qu'on veut utiliser pour combler ça? Il y a une solution qui est préconisée par beaucoup de gens, mais je suis assez d'accord avec ça. C'est le mastic acrylique. Alors attention, ce n'est pas les mousses expansives, qui sont en général des produits plutôt toxiques. Ce n'est pas les mastiques polyuréthane, pour les mêmes raisons. C'est le mastic acrylique. Le mastic acrylique, il ne dégage pas de COV, pas de formaldéhyde. Il est inerte, et puis il a gros avantage de rester souple dans le temps, à tel point qu'il est accepté en éco-construction. Donc, allons-y. On va combler tous ces vides avec un mastic acrylique. Et puis, il reste ce problème en haut. Alors, on est dans une maison, dans une architecture contemporaine, maison bois, où on a des pans coupés. La maison est très jolie. On a des pans coupés, des choses qui ne sont pas vraiment pas des volumes rectangulaires, carrés. Et ces pans coupés créent des espaces un peu bizarres. Alors, placer un panneau isolant là, au centre, c'est facile. Par contre, placer de l'isolant dans cette petite cavité là-haut, c'est un peu plus difficile. On ne peut pas y mettre un panneau. Donc, il faudra placer à la main, pratiquement, aller bourrer à la main des morceaux d'isolant. Et ça, l'artisan, il n'a pas forcément envie de le faire. Ça ralentit son travail. Et puis, après tout, une fois que le parement est posé, ça ne se voit plus. Donc, on dégage. On ne veut pas mettre l'isolant là-bas. Et là, vous créez un problème. Mais beaucoup plus grave qu'on pourrait le penser. Parce que, en thermique, si on oublie de mettre de l'isolant là-haut, on va aussi créer un point faible. Simplement, si vous êtes au milieu de la pièce, est-ce que vous allez percevoir le point faible thermique? Pas du tout. Il faudra faire une thermographie pour voir qu'on a un trou à cet endroit-là. En revanche, en acoustique, ça va être immédiatement perceptible. Et c'est la grande différence, une grande différence entre thermique et acoustique. Si on a oublié d'isoler ce coin là-bas, et si vous avez une nuisance sonore importante à l'extérieur de la maison, vous allez entendre le bruit venir de cette direction-là. Et ce sera très net.
grande différence entre thermique et acoustique. On ne peut pas se permettre le moindre défaut en acoustique parce qu'il est immédiatement perceptible. Ça, c'est une chose importante. Alors, qu'est-ce que ça coûte de mal poser un élément, d'oublier l'isolant? J'ai un exemple sur les fenêtres. On a tant de possibilités de poser une fenêtre en courant, avec des fuites, sans faire attention. Est-ce que ça crée une différence importante? Voilà la réponse. C'est une expérimentation qui a été faite par le CSTB. Je ne vais pas leur reprocher de faire des choses, disons, qui manquent de sérieux. Non, c'est plutôt l'inverse. Ils sont plutôt très sérieux. Donc, je crois assez volontiers à cette expérimentation. Ils ont testé 2 fenêtres. Une fenêtre étanche, avec une pose vraiment soignée, et une posée en courant, avec des fuites. Ici, on a les fréquences du grave à l'aigu et la performance en isolement. La courbe du haut, c'est celle de la bonne fenêtre, celle d'en dessous, celle de la mauvaise fenêtre. La différence, elle est de 10, voire 15 décibels sur certaines fréquences. Perdre 15 décibels, on se demande à quoi ça sert de poser une fenêtre très performante pour la poser, pardon du terme, à la cochon et dégrader sa performance de 15 décibels. Vous voyez, en acoustique, la mise en œuvre est capitale. Absolument indispensable, cruciale. Voilà pour l'aspect mise en œuvre. Et bien maintenant, on va voir comment on va appliquer ces principes, ces 3 grands principes, sur 2 exemples. Le premier exemple, ce sera une cloison. Cloison séparative entre logements. Entre logements ou à l'intérieur d'un logement, entre 2 pièces. Qu'est-ce qu'on peut demander à une cloison? Et surtout, on a besoin de quoi? C'est la première question à se poser. Un élément d'isolation, c'est bien, mais pour faire quoi? Pour obtenir quoi? Si on a besoin que d'un confort de base, par exemple entre, qu'est-ce que je vais dire, entre 2 pièces à vivre, mais relativement silencieuses, 42 décibels, c'est la cloison classique. C'est déjà pas mal. Elle est déjà un peu performante. Si on a besoin d'un isolement plus important, il faudra rechercher une cloison qui assure plutôt 50 décibels ou un peu plus. Ça peut être le cas, par exemple, entre une chambre et un salon, pour qu'on puisse vivre au salon, normalement, sans déranger les gens qui éventuellement dorment dans la chambre. Voilà, quand on aura besoin d'un isolement plus important, 50 décibels, c'est pas mal. Et puis, si vraiment on veut un confort acoustique important, il faudra qu'on ait une cloison qui va dépasser les 60 décibels. Et là, on sera vraiment bien. On peut dire qu'en dépassant les 60 décibels, non seulement on est largement réglementaire, mais en plus on assure un confort suffisant. Allons un petit peu plus loin avec ces cloisons. Voyons une première cloison. Entre 2 logements, alors entre 2 logements contigus, les exigences réglementaires, la réglementation en vigueur, imposent un isolement de 53 décibels. Encore une fois, attention, ce n'est pas le niveau de bruit perçu, c'est l'isolement qui doit être au minimum de 53 décibels. Ça veut dire que si on a d'un côté des sons de l'ordre de 85 décibels, en étant réglementaire, en respectant l'isolement réglementaire, du côté réception, on aura 32 décibels.
C'est pas beaucoup, 32 décibels, mais on l'entend. 32 décibels, ça veut dire que si 85 décibels, c'est de la musique écoutée un peu fort, ben les gens qui sont de l'autre côté vont quand même entendre la musique. Alors, prenons une cloison en double ossature métallique. Double ossature, ça veut dire 2 ossatures parallèles, mais sans joint, sans lien entre les deux. 2 fois 48 mm, avec de chaque côté 2 BA13, 2 plaques de plâtre. 2 fois 45 mm d'isolant, avec 14 mm de vide entre. On est à 64 décibels d'efficacité au bruit aérien. Ce qui veut dire que si on a nos 85 décibels côté émission, on n'aura plus que 21 décibels côté réception. Et là, magique, c'est le silence. Voilà un exemple d'une cloison performante. Il y a juste une chose gênante, c'est que on est en construction de bois, on parle en construction de bois. Et de temps en temps, il y a des clients qui disent « Mais moi, je veux rester bois, je ne veux pas de plaque de plâtre chez moi. Je veux rester bois, je ne veux pas d'ossature métallique. Je veux que tout soit sur ossature bois. Alors, est-ce qu'on peut faire une cloison qui serait entièrement bois et qui serait quand même performante ? On va essayer. Alors on propose une double ossature bois sur le même principe de 2 ossatures décalées avec un espace de 100 mm ampli de 80 mm. On vous dit la cellulose, ça pourrait être autre chose. Et 2 OSB de 18 de chaque côté. 65 décibels, 64 pour la première, c'est semblable. Donc, oui, on peut réaliser des cloisons séparatives performantes et qui non seulement répondent largement à la réglementation, mais qui, en plus, donnent un confort acoustique. C'est intéressant de savoir ça. Oui, en ossature bois, oui, en construction bois, on peut faire de l'acoustique. On peut faire du cloisonnement efficace. Moyennant quand même de respecter quelques prescriptions. Et là, on va retrouver nos points faibles. Parce que les points faibles, les défauts de conception, de réalisation, de mise en œuvre, on peut les retrouver aussi dans les cloisons. Je ne veux pas alourdir un peu, mais en voici quelques exemples. Par exemple, ossature bois, avec un petit morceau de chevron d'ossature qui est resté coincé sur le bas d'une cloison. Ça crée un pont phonique. Ici, on a utilisé un matériau ressort qui n'était pas suffisamment dense et qui s'est affaissé un peu. Un pont phonique. Dégradation de la performance. Là, c'est les boîtiers d'encastrement. Évidemment, on doit, en général, que ce soit dans une cloison, dans un mur, on a des prises, on a des interrupteurs. Donc, on travaille en encastré. On crée comme ça un pont acoustique. On dégrade la performance de la cloison. Et puis, les bas de cloison. Alors, c'est important, les bas de cloison. Les plaquistes savent qu'ils ne doivent jamais poser une plaque de plâtre au sol. C'est dans le DTU. C'est interdit. Les plaques de plâtre, on doit les poser sur des cales. On visse les plaques, on enlève ensuite les cales et on laisse entre 8 et 13 mm de jour au bas des plaques de plâtre. Pourquoi ? C'est pour éviter la dégradation par capillarité, par des remontées d'humidité. Ne serait-ce que quand on fait l'entretien, qu'on passe la serpillière ou autre, ou si de l'eau qui tombe sur le parquet, pour empêcher que le plâtre absorbe, que les plaques de plâtre absorbent l'eau. Donc, on laisse le bois de cloison sur ossature métallique avec le jour réglementaire dessous. Eh bien, sur une cloison de 4 mètres, si on laisse 13 mm de jour
en bas de cloison. On dégrade la performance acoustique de 15 décibels. On perd 15 décibels de performance de la cloison. Ah oui, mais on ne laisse pas ça comme ça, on met une plainte devant. Ben oui. Et si on met une plainte devant, on va encore perdre quand même 10 décibels. On perd un petit peu moins, mais on perd quand même 10 décibels. Vous vous rendez compte, une perte de 10 décibels, à quoi ça sert d'avoir une cloison super performante, notre cloison à 64 décibels, qu'on a vu juste avant, si c'est pour qu'on laisse le jour en bas et qu'on n'ait plus que 54 décibels. Donc, il faut qu'on comble. Ça, on n'a pas le choix, on est obligé, on ne peut pas descendre les plaques au sol, c'est interdit. Mais on doit combler ce jour en bas. Encore une fois, mastic acrylique. C'est la bonne solution. Et puis, si on est en ossature bois, c'est encore plus simple. On met une semelle de bois plus large qui prend en compte la totalité de l'épaisseur de la cloison et on pose nos plaques de plâtre sur cette semelle plus large. C'est encore plus simple. Voilà pour les cloisons. Où on démontre que oui, on peut faire une cloison performante en construction bois, mais que, encore une fois, il y a un certain nombre de prescriptions de mise en œuvre à respecter. Là, c'est juste vraiment un petit détail. En fait, on pourrait y passer plus de temps que ça, et ce sera le cas demain, puisque demain, on a notre journée de formation, et là, on va vraiment détailler tout ce qu'il faut faire pour qu'une cloison soit performante. Abordons maintenant la deuxième application de nos théories dans la séparation des tâches. Oh, grand problème, la séparation des tâches. Grand problème en construction de bois. Comment ça se passe au départ ? On va partir de la réglementation. La réglementation impose, entre deux logements superposés, 55 décibels au bruit aérien, en isolement, et 58 décibels au bruit d'impact. D'un côté, on va prendre un plancher béton. C'est une dalle de 140 mm, sur laquelle on a posé une sous-couche en liège de 10 mm, et puis on a fini avec une chape de 40 mm et un sol PVC. La performance de ce plancher béton est indiquée ici. 61 décibels en bruit aérien contre 55 exigés et 53 décibels contre 58. Vous vous souvenez, pour les bruits d'impact, plus les chiffres sont bas, plus on est performant. C'est le contraire des bruits aériens. Donc ici, on est largement réglementaire, puisque la demande, c'est 58 décibels, et on a 53. Et puis en face, on va mettre un plancher bois sur lequel on a essayé de trouver une formule acoustique. Alors on a fait un truc un petit peu compliqué. Notre plancher de base, c'est un simple OSB sur solive. On a commencé par mettre une fibre de bois de 20 mm. Dessus, on a remis un OSB de 18 mm. On a posé dessus des lambourdes de 35 mm et on a rempli les espaces de 20 mm de sable pour faire de la masse. Et on a fini avec un parquet peint de 23 mm. En RW, on aura 43 décibels. On est loin des impératifs réglementaires. Et en bruit d'impact, on est à 63. On est loin des impératifs réglementaires. Aïe. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire que, quelle que soit la complexité des solutions, on ne peut pas être réglementaire en construction bois. Ben, on va essayer d'aller plus loin. Avec une autre configuration. Au lieu de travailler par-dessus, comme ici, on va travailler par-dessous. On va suspendre un plafond sur rail métallique. On va poser 2 BA13 et la structure métallique, l'ossature, sera suspendue, fixée aux solives par des suspentes acoustiques, suspentes antivibratiles.
Et on va remplir l'espace sous les solives d'une nappe isolante de 120 mm. Le résultat, 57 décibels pour 55 demandés, c'est juste, hein, on n'a pas beaucoup de marge. 52 décibels pour 58 demandés, c'est mieux. C'est mieux. On va dire qu'au bruit d'impact, on serait pas mal. Au bruit aérien, je trouve qu'on est trop limite. On est trop à la limite, on n'est pas sûr, une fois installé, une fois qu'on a réalisé ce plancher, on n'est pas sûr d'être réglementaire. Néanmoins, on voit quand même une chose, c'est que manifestement, on est plus efficace en travaillant par-dessous qu'en travaillant par-dessus. Eh bien, retenez ça parce que c'est une constante. En construction bois, on est toujours plus efficace en travaillant par-dessous que par-dessus. Et c'est presque le contraire avec la construction maçonnée. Sur dalle béton, on est meilleur quand on travaille par-dessus. Sur plancher bois, et surtout sur plancher léger, type OSB, simple OSB sur solive, on sera toujours plus performant en travaillant par-dessous que par-dessus. Ça, c'est vraiment un principe propre à la construction bois. Alors, comment on pourrait améliorer ça? Est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Oui, on peut aller encore plus loin en réalisant une double ossature. On est toujours en bois. On va réaliser une double ossature. C'est-à-dire, on aura une solive supérieure qui portera le plancher et une solive inférieure décalée qui portera le plafond, sans lien entre la solive du dessus et la solive haute et la solive basse. Quand on modélise avec des outils informatiques ces solutions, on voit qu'on obtient 73 décibels en RW pour les 55 demandés et 48 décibels pour les 58 demandés. Donc le double solivage permet non seulement d'être largement réglementaire, mais en même temps d'assurer le confort acoustique. Alors, je précise un tout petit peu, mais pour ça, je suis obligé de lâcher le micro. Qu'est-ce que c'est le double solivage? Des solives, un champ de solive supérieur qui porte le plancher et un champ de solive inférieur décalé en quinconce qui porte le plafond. Ces solives sont bien entendu fixées en muraillère sur les extrémités. Mais il n'y a pas de lien entre les solives hautes et les solives basses. Voilà ce qu'est un double solivage désolidarisé. Et ça, c'est la solution ultime en construction bois. C'est ce qui nous donne la performance. Est-ce qu'on est sauvé avec ça? Et malheureusement, pas encore. Souvenez-vous, au tout début de notre présentation, on a dit qu'en construction bois, on avait souvent le problème de l'émergence des basses fréquences. Pourquoi? Parce que comme le bois est un matériau à la fois léger et rigide, il a tendance à transmettre les vibrations. Eh bien, ce sera le cas même avec cette solution. Quand on a 73 décibels d'efficacité, c'est 73 décibels calculés sur la totalité du spectre sonore du grave, médium, aigu. Mais si on regarde uniquement le grave, on a
une faiblesse importante de la performance. En abscisse, les fréquences du grave à l'aigu. En ordonnée, la performance et la courbe est bien nette. On voit que dans le grave, on est nettement moins performant que dans le médium et dans l'aigu. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut essayer de réduire cette amplitude de performance entre le grave et l'aigu, comme on le voit ici. On a pincé l'amplitude. Et pour ça, la seule manière, c'est d'ajouter de la masse. Si vous êtes en construction bois sur des sons courants, type voix, radio, musique, télévision, je ne parle pas des musiques actuelles. On va voir pourquoi tout de suite. Si vous êtes dans cette configuration basique, vous pouvez vous contenter d'un RW, 73 décibels, c'est bien performant. En revanche, si vous devez lutter contre des nuisances sonores, des fréquences graves, là, je parle des musiques actuelles. Pourquoi ? Parce que dans les musiques actuelles, on a une prédominance de graves, percussion ou basse. Donc beaucoup de sons graves. Là, ça ne marchera pas du tout. On va dire que si vous avez, sur la totalité du spectre sonore, vous avez une efficacité de 73 décibels. Si on prend uniquement la partie grave, je ne sais pas, il y aura peut-être 45, 50. Oui, la différence est aussi importante que ça. On le voit bien ici. La courbe est vraiment complètement déséquilibrée. Et bien la seule manière de résoudre ce problème, ce sera de rajouter de la masse. Comment on fait pour rajouter de la masse ? Là, je crois que je vais être très, très décevant. Il ne suffira pas de rajouter un OSB ou deux ou un fermacelle sol. On a fait des expérimentations avec des planchers KLH. Vous savez ce que c'est KLH ? KLH, c'est des plateaux croisés, collés entre eux. Ça donne une masse volumique qui est intéressante, une masse surfacique qui est intéressante. La masse volumique, c'est celle du bois. Donc de toute façon, on ne dépassera jamais, quelle que soit l'essence considérée, on ne dépassera jamais 750, 800, 850 au maximum. Ce n'est pas suffisant. Les expérimentations qui ont été faites indiquent que dans les graves, on peut obtenir un bon résultat, un résultat de confort acoustique avec un panneau de KLH de 37 cm d'épaisseur. Autant dire, c'est irréalisable. C'est irréalisable déjà parce que ça coûte un bras. Donc, ce n'est pas tellement d'actualité. Ce n'est pas tellement réalisable. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ajouter de la masse ? Je disais que j'allais être décevant. Eh bien, il n'y a pas d'autre solution que passer en filière humide. On ne peut pas, en construction bois, avoir une efficacité acoustique, notamment dans le grave, en restant en filière sèche. Ça n'est pas possible. Si on veut une efficacité acoustique, il faudra passer en filière humide, c'est-à-dire avec une chape. Je dis chape allégée, j'ai noté ça. La moins allégée possible, parce que plus on l'allège, et moins on sera performant. Mais je suis désolé, on a vraiment cherché, ça fait des années qu'on cherche des solutions. Le système d'abeilles où on met du sable dedans, oui. Ça fonctionne pas ? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça ne permet pas de réaliser un coffre-fort acoustique. Mais c'est bien, le système en nid d'abeilles. Voilà pour vous décevoir finalement. Alors, on a parlé des planchers.
Conclusion pour les planchers. 1. Travailler par-dessous. Alors je sais, ça pose un problème avec les gens qui disent « Moi, je veux voir mes poutres, je veux poutres apparentes, moi. » C'est pas difficile, hein. On fait de l'acoustique ou de l'esthétique. C'est un peu dommage de dire ça. Non, il y a quand même une solution. Il y a quand même une solution, c'est de faire à mi-poutre, à mi-solive. Donc on laisse apparente la moitié de hauteur, et puis on crée un plafond à mi-hauteur des solives. Ça marche. C'est un moyen terme. Évidemment, on ne sera pas aussi performant avec ce système qu'avec un système où on va totalement désolidariser ici sous solive. Mais le fait de fermer à mi-hauteur ici va jouer pour les bruits aériens. Pour les bruits d'impact, ce sera quasiment inefficace. Pourquoi ? Parce que les bruits d'impact passent à travers la structure des solives. Donc, on ne va rien isoler du tout. Par contre, pour les bruits aériens, ce sera un peu performant. Voilà pour les planchers. Travailler par-dessous et ajouter de la masse. Je voudrais maintenant vous apporter juste une information, toujours sur les planchers, mais pour vous permettre d'aller plus loin. C'est posé à propos des séparations d'étages la question de comparer des solutions acoustiques. Si je reprends ce plancher là-haut, si j'ajoute sur mon plancher 10 mm de liège, qu'est-ce que ça fait? Et si à la place du liège, je mets de la fibre de bois, est-ce que ça va être différent? Et dessous, je prévois le panneau épais, c'est de la laine de chanvre. Et si à la place de chanvre, je mets de la cellulose, ça fait quoi? Personne ne pouvait répondre à ces questions. Parce que la seule façon de répondre à ces questions, c'est de comparer toutes ces solutions différentes dans un même laboratoire. C'est pas en traitant des informations, des mesures faites une fois en France, une fois aux États-Unis, une fois en Autriche, une fois au Canada, par des laboratoires différents, ou par des universités hollandaises, par exemple, qu'on peut comparer les choses. Il faut vraiment travailler sur un même laboratoire. Donc c'est un projet que j'avais lancé sur les écomatériaux il y a plusieurs années avec le CSTB, puis ça n'a pas pu être réalisé. Et ça a finalement été réalisé avec le recours au privé. Donc nous avons été 4 partenaires en 2012, à partir de 2012. Et c'est un projet que j'avais initié, coordonné, avec le Gabion, qui est un organisme de recherche et de formation à l'éco-construction, le LASA, un bureau d'études acoustiques qui est un des plus gros bureaux d'études acoustiques français, et surtout le premier pour l'acoustique de l'habitat, et aussi qui se spécialise bien en construction bois, dans l'acoustique de la construction bois. Et puis le réseau des matériaux verts, qui est un réseau de distribution des matériaux de construction, d'éco-matériaux de construction. Et à nous 4, nous avons construit notre propre laboratoire de mesure acoustique. Ça n'est pas un laboratoire normalisé. Évidemment, on n'avait pas le demi-million d'euros qu'il faut pour construire un laboratoire normalisé. Par contre, ça ne nous intéressait pas de construire un laboratoire normalisé. Ce qu'on voulait, c'était quelque chose qui soit le plus possible, le plus représentatif possible des conditions réelles d'un bâtiment d'habitation. Donc, on a construit un petit bâtiment de 20 mètres carrés au sol, en ossature bois et remplissage paille, sur 2 étages. Et la séparation d'étages est très performante, très élaborée. Et au sein de cette séparation d'étages, on a une fenêtre de test dans laquelle on a construit les configurations de séparation d'étages qu'on voulait tester, mesurer.
Alors la construction s'est étagée de l'automne 2012 au printemps 2013. Ensuite, à partir de mai 2013, de mai à octobre 2013, on a construit successivement, dans cette fenêtre de test, plus de 70 configurations différentes de séparation d'étages. Des séparations d'étages sur un plancher de base, qui était un simple OSB sur Solive. Donc on a construit des configurations de renforcement par-dessus, par-dessous, mixtes, avec plein de matériaux différents, avec des isolants, des ressorts, pas mal toujours dans les écomatériaux, plein de configurations différentes. Voilà quelques images de la colle en cours de construction et puis du travail. Chacune de ces configurations a été testée au bruit aérien et au bruit d'impact. Et on a passé l'automne 2013 à exploiter, à dépouiller les mesures. Et depuis le 1er janvier 2014, tous les résultats sont en accès libre sur le site apadvelours.fr. Appât de velours, c'est le nom de ce programme de recherche. Donc vous trouverez tous ces résultats en accès libre sur le site. Qu'est-ce qu'on trouve sur le site? Pas mal d'onglets, vous voyez. Accueil, résultats de mesure, espace pro. Et notamment dans les résultats de mesure, vous trouvez plusieurs tableaux. Ces tableaux mentionnent un descriptif précis de la configuration, avec les marques des produits employés, les épaisseurs bien sûr, mais les masses volumiques aussi, l'indice d'affaiblissement au bruit aérien, le gain obtenu par rapport à un plancher de base, à notre plancher de base, le niveau de bruit d'impact normalisé, le gain obtenu par rapport au plancher de base, l'épaisseur rajoutée sur le plancher de base et un coût estimatif au mètre carré. Si vous recherchez une configuration de séparation d'étages, vous avez des chances de trouver votre bonheur en allant voir les documents de ce site. En plus, vous y trouvez, bien sûr, en plus des tableaux de résultats, plein de tableaux d'analyse qui vous permettent de valider vos choix. Voilà pour cette petite information. Et je termine cette présentation avec un petit point sur les écomatériaux. On utilise souvent le terme de matériaux biosourcés. Biosourcé, c'est un peu restrictif, je trouve. Ça veut dire végétal ou animal. Et je préfère dire écomatériaux, ce qui inclut aussi les matériaux d'origine minérale. Est-ce que ces matériaux sont utilisables pour nous en acoustique par rapport aux matériaux conventionnels? C'est quoi les matériaux conventionnels? On va dire c'est le parpaing de ciment, le bloc béton classique, 200 mm, c'est la laine de verre, qu'on peut utiliser soit en remplissage du plénum, plafond, soit en sous-couche, dans des présentations minces. Les plaques de plâtre, voilà quels sont les matériaux conventionnels. Pourquoi j'ai quand même parlé des plaques de plâtre jusqu'à présent? Oui, c'est un petit détail, je sors un peu de mon programme, mais ça ne fait rien, c'est utile. Parce que la plaque de plâtre, aujourd'hui, elle est acceptée en éco-construction, mais à condition qu'elle provienne d'un des grands fabricants européens. Je vais les citer: Knauf, Placo, Lafarge, Signat, j'en oublie peut-être quelques-uns. Pourquoi? Parce que le problème avec les plaques de plâtre, qui ont longtemps été considérées comme des produits pas écologiques du tout, le problème, c'était pas le plâtre, c'était les cartons qui sont collés de chaque côté du plâtre, puisque ce sont des plaques cartonnées. Et ces cartons étaient souvent vraiment pleins de produits qui dégageaient des vapeurs désagréables, voire toxiques. Les fabricants européens ont pris conscience de ce phénomène il y a déjà une quinzaine d'années et ont modifié les compositions, changé les produits, réduit, si bien qu'aujourd'hui, la plaque de plâtre
est acceptée en éco-construction à condition qu'elle provienne d'un de ces grands fabricants européens. Parce qu'on trouve sur le marché, notamment dans les magasins de matériaux grand public, des plaques de plâtre qui viennent de Roumanie ou de Hongrie. Et ces plaques-là, je ne saurais pas les recommander. J'ai des copains constructeurs de maisons qui ont essayé de les employer, de les utiliser, et qui m'ont dit, la première journée, à la fin de la journée, on avait les yeux rouges comme ça. Manifestement, les yeux qui piquent et la gorge qui pique. Manifestement, dans les cartonnages, il y a des choses pas très recommandables. Donc, la plaque de plâtre acceptée en éco-construction, oui, mais si elle provient d'un des grands fabricants européens. Voilà. Alors, est-ce que ces produits en acoustique nous assurent une performance suffisante? Est-ce qu'on peut remplacer nos produits conventionnels par des écomatériaux? Ben oui, c'est ça qui est génial. Les écomatériaux sont globalement équivalents aux matériaux conventionnels. Prenons le cas des ressorts. Une laine de verre dans une cloison ou en doublage d'un mur. Si vous prenez n'importe quel écomatériau, fibre de bois, cellulose, chanvre, à densité équivalente et épaisseur équivalente, les résultats sont quasiment identiques. C'est super. On n'a pas besoin de réinventer l'acoustique en éco-construction. On peut simplement remplacer les matériaux conventionnels par les écomatériaux. C'est vrai pour tous les types de matériaux. C'est vrai pour les matériaux de structure, c'est vrai pour les matériaux épais qu'on trouve en rouleau ou en panneau, qui sont des éléments de ressort. Et c'est vrai aussi pour les sous-couches de plancher, c'est-à-dire ces sous-couches minces qu'on trouve souvent dans des configurations de laine minérale. C'est des laines de roche ou des laines de verre densifiées qui servent de sous-couche de plancher. Alors, ça m'amène une autre chose. Très rapidement, parce que c'est pas le sujet. Tous ces matériaux, ces écomatériaux, présentent un surcoût par rapport aux matériaux conventionnels. Sauf, et là c'est la bonne surprise, justement, les sous-couches de plancher, les sous-couches minces de plancher. Si vous regardez ces sous-couches, je vais comparer par exemple un produit qui est Assour. Assour, c'est un produit hyper connu de sous-couches de plancher en laine minérale. Si vous comparez Assour ou des produits équivalents avec les feutres en écomatériaux, qui sont des feutres de chanvre, laine de mouton ou feutre de bois, les performances sont identiques et ils sont 25 à 30% moins chers que les produits en laine minérale. C'est super, profitons-en. On peut utiliser des écomatériaux et pour une fois, ça va nous coûter moins cher que les matériaux conventionnels. Alors, ce que j'entends aussi parfois, c'est écomatériaux, c'est bien, mais bon, on en met dans une cloison, puis après, on est coincé. Après, on est obligé de repasser sur des matériaux conventionnels. Non, c'est juste qu'on n'a pas cherché suffisamment. Parce qu'en réalité, on dispose d'écomatériaux pour tous les éléments constructifs possibles, depuis le gros œuvre jusqu'au remplissage des cavités avec des produits en vrac. Vraiment, pour chaque élément, on peut construire une maison entièrement avec des écomatériaux. Et tous les isolants peuvent être des écomatériaux. On n'est pas limité, on a vraiment une gamme de produits absolument complète pour la construction. Après, il faut juste aller les chercher, mais ces produits existent. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Je vais quand même vous laisser, la place pour des questions ou des échanges que vous souhaiteriez, mais je vais commencer justement par répondre à des questions qui m'ont été transmises, que certains d'entre vous ont posées et qui m'ont été transmises. Et parmi les questions qui m'ont été posées, on a celle-ci: quels sont les isolants intérieurs les plus performants en matière d'acoustique? Il n'y a pas.
Il n'y a pas de recette, il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de matériaux plus performants. Il y a des matériaux adaptés à certaines situations. Ce qui me permet de vous dire une chose. En construction bois, d'une manière générale, oubliez le liège. Ah, pourtant c'est un super matériau, le liège. Oui, c'est un super matériau sur des planchers lourds, en sous-couche, sur dalles de béton. Sur plancher léger, le liège n'est pas très performant, moins performant que d'autres matériaux. Et pour les bruits aériens, il n'est pas très performant non plus. Pourquoi ? Parce qu'il est léger et rigide. Donc il va avoir tendance à entrer en vibration lui-même. Ce n'est pas un bon matériau au ressort dans une cloison ou pour doubler un mur. Donc en construction bois, le liège, on l'ignore, il n'est pas adapté à la construction bois. Une autre question qui m'a été posée, quelle est l'influence des mouvements du bois sur le résultat phonique ? Et on l'a vu, on a répondu à ça, parce que les mouvements du bois créent des points faibles acoustiques qui, effectivement, détériorent les performances acoustiques. Autre question, y a-t-il des évolutions réglementaires attendues par les professionnels ? Ah, c'est une question piège, ça. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'évolution de la réglementation. Et de temps en temps, il y a des mains qui se lèvent en me disant « Mais si, monsieur, il y a une évolution depuis le 1er janvier 2013. » Ce n'est pas la réglementation acoustique qui a évolué. Il y a simplement un nouveau texte qui a trait à un truc qu'on appelle l'attestation acoustique. Depuis le 1er janvier 2013, tous les nouveaux projets dont le permis de construire, ça intéresse uniquement l'habitation et uniquement les maisons accolées, pas les maisons individuelles isolées ou le collectif. Donc ça intéresse uniquement l'habitation. Depuis le 1er janvier 2013, tous les projets dont le permis de construire a été déposé à partir de cette date, depuis cette date, doivent fournir à l'achèvement des travaux une attestation de prise en compte de la réglementation acoustique. C'est l'architecte ou le maître d'ouvrage qui doit attester qu'il a bien tenu compte des exigences, des impératifs de la réglementation, à 2 stades. Au stade préliminaire des études sur plan, et ensuite par des mesures réalisées à l'achèvement des travaux. Alors, qui réalise ces mesures ? Comment on fait ça ? C'est le bureau d'études acoustiques qui doit intervenir. Je sais, c'est une charge de plus, c'est un coût de plus. Mais voilà, depuis le 1er janvier 2013, tous les bâtiments d'habitation doivent répondre à ce nouvel aspect réglementaire qui est l'attestation acoustique. Et enfin, question, le traitement de l'acoustique dans la construction a-t-il à voir avec la conception des volumes ou avec les matériaux ? Ah oui, bien sûr, les 2 domaines sont concernés. Mais attention, quand on parle conception des volumes ou des espaces, de ne pas faire la confusion entre isolation et correction. Et puis on s'aperçoit que souvent, la recherche de la performance thermique est en opposition avec les impératifs acoustiques. 2 exemples. En thermique, on va rechercher la compacité des bâtiments pour éviter les déperditions thermiques. Qui dit bâtiment compact dit risque de transmission sonore dans les structures. Donc là, on a une opposition assez formelle entre thermique et acoustique. De la même manière, dans la RTE 2012, je crois que c'est 1/6 des surfaces de plancher qui doivent être vitrées. Mais ces vitrages créent des points faibles acoustiques. Ça fait des grandes surfaces de vitrage qui sont exigées par la RT 2012, par la réglementation thermique, mais qui, à moins de traiter spécifiquement les ouvertures, créent des points faibles acoustiques. Donc on a souvent cette dualité, ce problème entre thermique et acoustique.
Voilà pour ces quelques exemples. Et maintenant, on a encore un peu de temps pour nous. Donc si vous avez des questions, je peux essayer de répondre à vos questions. À vous. Vous avez raison. Oui. Est-ce qu'on aborde là la question des parois asymétriques, où quand on utilise plusieurs plaques de plâtre, mais ça peut être le cas avec n'importe quel parement, Fermacell, OSB ou autre, mettre un nombre différent d'un côté et de l'autre permet de réduire les phénomènes de résonance des parois. Donc oui, vous avez raison, c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée de mettre par exemple 3 plaques d'un côté, 2 de l'autre. Mais il faut évidemment que ces plaques soient totalement jointives entre elles, comme si on avait une seule masse, auquel cas ça va jouer son rôle. C'est-à-dire qu'il faut visser à travers ces plaques, bien sûr. Oui. Nous avons vu des exemples de parois verticales et de planchers qui sont plus ou moins bien performants. Mais qu'est-ce qui se passe en périphérie quand ces cloisons ou ces planchers rencontrent un élément de structure qui va être commun dans ce bâtiment? Quelle est la perte par ça? La perte, elle existe, c'est ce qu'on appelle les transmissions latérales. Le son peut se propager par transmission directe à travers une paroi, mais également par transmission latérale. L'exemple que vous donnez est juste. C'est-à-dire par des planchers, par exemple, ou par des parois légères qui sont adossées à la paroi considérée. Alors, oui, il existe des possibilités de modéliser, de calculer ces transmissions latérales. Il existe également des stratégies pour réduire ou annuler complètement les transmissions latérales. C'est un peu court là pour en parler maintenant. Je ne suis même pas certain que demain on ait le temps d'aborder cette question, mais ça vaut la peine de la traiter, effectivement. Parce qu'on s'aperçoit que les transmissions latérales peuvent dans certains cas être aussi importantes que les transmissions directes. C'est le cas dans des collectifs, des collectifs type HLM des années 1960, où vraiment les prescriptions acoustiques n'étaient pas du tout performantes, puisque la réglementation acoustique était à peine balbutiante. Donc on s'aperçoit que quand on veut renforcer l'isolement acoustique dans ce type de bâtiment, on s'aperçoit qu'on entend par exemple les bruits des voisins du dessus, certes, mais que si on isole le plafond, on va entendre ensuite sur le haut des parois, le haut des cloisons, parce que le son se propage par les parois. Phénomène de transmission latérale, on peut modéliser ça en construction, c'est assez facile de résoudre ces problèmes. En rénovation, c'est un casse-tête. C'est souvent impossible en rénovation. Mais en construction, on peut. C'est même assez facile. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à vous remercier et à vous souhaiter une bonne continuation en acoustique. Bon, je reste. Merci. Je reste là quand même si vous souhaitiez un échange plus personnel. Je reste ici le temps de rentrer, puis ensuite on se retrouve à la cafétéria si vous souhaitez. Merci. Bien, s'il vous plaît, juste 2 petites minutes. Donc, merci beaucoup à Monsieur Baumier pour son intervention. Donc, effectivement, vous êtes invité cordialement à un verre de l'amitié qui se déroulera dans la cafette dès maintenant. N'hésitez pas donc à transmettre vos commentaires sur la fiche de satisfaction qui vient de vous être transmise. Nous, ça nous permet bien sûr d'avoir votre retour, mais aussi de voir sur quel point on peut encore s'améliorer. Donc, n'hésitez pas à indiquer vos remarques. Voilà.
Oui, et effectivement, j'allais oublier, merci. Pour ceux qui n'ont pas pu signer juste à l'entrée de l'amphithéâtre, merci de bien vouloir signer en sortant pour que nous, on puisse aussi indiquer à... Merci beaucoup et bonne soirée.